bonjour à tous. Je commencerai par rappeler que c'est en 1905 que le premier cours en santé au travail a été créé par un inspecteur du travail au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Donc nous sommes les héritiers de cette longue tradition avec l'image de marque qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de pluridisciplinarité et de pluricompétence, et entre le monde de la psychologie qu'incarne mon collègue Yves, le monde de l'ergonomie de Pierre Falzon, le monde des statistiques avec des gens comme Gilbert Saporta et mon équipe avec notre outil qui est celui de l'épidémiologie. Nous sommes les héritiers de cette tradition. Mais en même temps, on le voit bien par ce qui est en train de se passer aujourd'hui et que je constate à chaque fois, et le plus souvent que je le peux, aller en dehors de Paris, que le dynamisme aujourd'hui est en région. C'est une manière de vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. Et c'est vraiment réjouissant ce qui se passe ici. La santé au travail va mal. Est-ce qu'on manque de moyens ? On ne peut pas raisonnablement soutenir cette hypothèse quand on se compare à nos pays les plus immédiatement voisins. Est-ce qu'on manque de compétences dans la région où les NRS est implanté, vu la taille de ce vivier d'expertise parmi d'autres? Ça va être difficile à soutenir. Est-ce qu'on manque de médecins ? Il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup plus que dans la plupart des pays auxquels nous pouvons nous comparer. Est-ce qu'on manque d'institutions ? Oui, je vois les sourires. Bon, au point qu'on s'en mêle les pinceaux dans les sigles. La CNAM, le CNAM, l'INRS, la RACT, la DRP, la DGT, l'inspection du travail. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de présenter à des visiteurs étrangers le dispositif français de santé au travail, mais si on veut parler d'exception française, on est imbattable. Voilà. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est qu'on a un modèle de pratique qui a besoin d'être modernisé et adapté à la réalité des problèmes de santé au travail qui se posent sur le terrain. Ça, c'est un premier problème que la loi de 2011 essaye péniblement de résoudre. Et il y a un deuxième problème qui est un problème de confiance dans notre pays, et c'est sur celui-là que je voudrais centrer mon propos. Au printemps, j'ai sorti ce bouquin, Publicité gratuite, au PUF, Agir face aux risques sanitaires. Mais ce n'est pas pour faire de la pub que je vous le montre. Au cœur de ce bouquin, que j'ai écrit avec une collègue sociologue, élève de Michel Crozier, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à mon expérience de décideur et de gestionnaire de risques, pour essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile en France de faire de la prévention et de gérer des situations à risque, pas seulement dans le monde professionnel. C'est une difficulté générale. Notre conclusion est que le problème central de notre pays est un problème de confiance, plus exactement de défiance. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quelques semaines après, et sans qu'il n'y ait eu de lien entre nous, M. Gallois a publié un rapport sur la compétitivité de notre économie. Et il dit que le principal facteur qui obère notre compétitivité est le manque de confiance. Si on revient à notre objet, la santé au travail, est-ce que les patrons font confiance aux médecins du travail ? Est-ce que le MEDEF exprime sa confiance vis-à-vis de ce dispositif? Est-ce que les employés l'expriment plus, je pense,
mais de façon inégale. Est-ce que l'État et les organisations gérées par les partenaires sociaux, le monde de l'assurance maladie, est un monde de confiance? Est-ce qu'entre les employés et l'encadrement dans nos entreprises, il y a un état de coopération comme nos voisins allemands le connaissent plus volontiers? Vous connaissez les réponses à ces questions. On ne peut pas prévenir des risques, on ne peut pas améliorer des problèmes de santé si les acteurs ne sont pas capables de coopérer, de se faire confiance les uns dans les autres. Pour ces deux raisons, un modèle de pratique dépassé et un état de défiance, notre santé au travail va mal et on pourra bien lui injecter tous les moyens que l'on veut, ça ne changera rien dans l'état actuel des choses. Quand on voit le titre du colloque, on a bien envie de dire faut-il en finir avec les risques psychosociaux? Oui, mais pas forcément dans le sens où vous le pensez. Je vais vous dire ce que j'en pense. Il faut en finir parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut en finir parce que ce n'est pas en isolant des catégories qu'on va changer de modèle de pratique. On a une catégorie qui est la protection de la santé de l'homme au travail. Et la manière dont le travail est vécu, le stress, la contrainte qui peut être créée dans notre activité de travail n'est pas du tout indépendante de facteurs plus classiques d'agression pour la santé que sont les agents chimiques, les agents physiques et les agents biologiques. Sauf que quand on met uniquement l'accent, comme on le fait un peu trop souvent, sur cette catégorie souffrance au travail, stress au travail, risques psychosociaux, terme difficile à traduire en langues étrangères. C'est une autre exception française. On s'interdit de porter un regard global sur l'ensemble des problèmes, des défis et des enjeux du monde de la santé au travail. De ce point de vue-là, oui, je pense qu'il faut en finir. Ce n'est pas évidemment une manière de nier l'importance du vécu au travail, le niveau de contrainte et de stress vécu par de très nombreux employés. Et comme cela a déjà été dit, et Gallois nous permet de faire bien le pont entre les deux, qui retentit sur la compétitivité des entreprises. La qualité du management, la qualité de l'organisation est une condition nécessaire à la performance des entreprises, en même temps qu'elle est productrice de santé. Le modèle de pratique dont nous avons besoin, il s'esquisse sous nos yeux. Et cette région est particulièrement active pour le mettre en œuvre. On veut un modèle proactif et pas seulement réactif. C'est bien de faire des arbres d'écho sur les accidents de travail. C'est quand même mieux d'agir avant que les accidents soient survenus. Et le savoir existe pour le faire. On veut un modèle pluricompétent. Je n'aime pas le mot pluridisciplinaire. D'abord parce que le CNAM n'est pas organisé en discipline. Et que dans les services de santé au travail, il n'y a pas des disciplines, il y a des compétences. Ces compétences doivent être organisées. Il faut un modèle qui soit présent sur le terrain. Il ne suffit pas que les services de santé au travail disposent d'une bonne expertise pluricompétente. Il faut sur le terrain des gens capables de porter, d'expliquer aux employeurs, y compris les plus petits, que les services de santé au travail, ce n'est pas une contrainte annuelle ou biannuelle et qu'on doit payer une cotisation pour avoir
une visite médicale de temps en temps. C'est un centre d'aide et de ressources pour aider à résoudre des problèmes un peu compliqués. Comme n'importe quelle entreprise fait appel à des experts comptables. Elles ont toute une comptabilité. Et une fois par an, il faut faire appel à un expert comptable pour certifier ses comptes. Donc, les entreprises sont familiers avec ça. Mais il faut leur expliquer le type d'aide que les services de santé au travail peuvent leur apporter. Ce qui veut dire que les entreprises doivent réinternaliser les questions de santé au travail. En 1946, les libérateurs ont eu un coup de génie. Mettre des médecins dédiés à la santé des employés. À une époque où Pierre Laroque se permettait d'écrire « Un travailleur malade est un travailleur inutile pour la reconstruction du pays ». Quelque chose qui ferait frémir nos valeurs aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier cette origine de la médecine du travail. On manquait de force de travail. Et on demandait à la santé de créer de la force de travail. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On demande au travail d'être créateur de santé. C'est un renversement complet de perspective. Et pour les entreprises, il faut admettre que c'est difficile. C'est un changement de paradigme. La relation entre le travail et la santé a changé de sens. Alors pas d'un seul coup, graduellement. Mais on est en train de s'en rendre compte. Et c'est dans ce renversement de sens qui n'a pas été suivi par les pratiques que se créent ces frottements qui sont créateurs de stress et d'inadaptation et parfois de souffrance. Je termine voilà. Je pense que je vous ai donné l'essentiel des messages que je voulais vous donner en introduction. On aura plusieurs temps de discussion qui nous permettront de partager d'autres choses, mais je voudrais terminer en rappelant quelque chose qui est fondamental et qui n'est pas une opinion, qui est étayée par des milliers d'études épidémiologiques sur le sujet. Et que tous les intervenants dans le domaine de la santé au travail ne doivent pas oublier. Et ce n'est pas une manière pour moi d'être négationniste, mais c'est que le travail est fondamentalement protecteur pour la santé. Au demeurant, un pays qui ferait l'équation travail égale souffrance égale maladie est évidemment un pays qui n'a pas d'avenir. Il suffit de regarder les milliers d'études épidémiologiques qui montrent l'impact sur l'état de santé du passage au chômage dans l'année qui suit le passage au chômage. Et les mécanismes de causalité qui permettent de comprendre cet impact sont parfaitement bien décrits. Et parmi ces mécanismes de causalité, le plus important d'entre eux est la perte du lien social et du support social que nous fournissent nos collègues de travail quand nous sommes en difficulté et que nous perdons quand nous sommes démunis d'emploi. Ce n'est pas un hasard si les épidémiologistes ont inventé une notion que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle le Healthy Worker Effect, le biais du travailleur en bonne santé. Toutes les études qui comparent une population de travailleurs à la population générale montrent que toutes, je dis bien toutes, sans exception, dans le monde entier, montrent que quand on compare une population de travailleurs à une population générale, l'état de santé de la population de travailleurs est meilleur. Toutes, dans les bouquins d'épidémiologie, ça porte un nom, c'est le Healthy Worker Effect. Bon. C'est une autre manière de voir l'effet protecteur du travail. Ça ne veut pas dire que dans certaines conditions, le travail n'est pas toxique. Ça ne veut pas dire ça. Mais on ne peut pas voir et on ne peut pas construire la relation travail-santé uniquement de façon unidirectionnelle. Donc oui, nous devons augmenter le rôle protecteur du travail et le rôle protecteur de l'encadrement. Nous devons travailler à diminuer les risques et les différents facteurs de risque
Oui, les pratiques françaises en matière de risques psychosociaux ont besoin d'être améliorées. Oui, une prise de conscience est nécessaire de l'importance du vécu, du bien-être et du stress au travail. Et donc félicitations aux initiateurs de ce colloque qui vont nous y aider. Mais ne perdons pas de vue les enjeux globaux et la feuille de route qui est tous ensemble, et ce ne sera pas trop devant nous. Voilà, merci et à plus tard. La question, en tout cas essentielle, qui nous paraît arriver maintenant, est bien celle-ci. La question qui se pose, c'est comment passe-t-on de ce constat de la souffrance au travail qui était rappelé par un des intervenants. On a, je crois, les uns et les autres, une mémoire relativement précise de ce qui se passait dans les années 2000, avec une expression extrêmement forte et une littérature très abondante décrite sur la question de la souffrance au travail. Il m'a semblé qu'à cette époque, il y avait un besoin de statut et qu'il y avait besoin de faire effectivement ce lien entre le travail et la souffrance de certains salariés qui l'exprimaient. Jean-François Culot l'a rappelé, en 2008, les partenaires sociaux, les 5 syndicats de salariés, 3 syndicats patronaux, ont signé un accord national interprofessionnel qui écrit qu'au bout du compte, cette question est réglée, pas au sens de la prévention, mais en tout cas, il est admis qu'il y a bien un lien entre le stress et les conditions dans lesquelles les travailleurs exécutent leurs travaux. C'est l'accord national interprofessionnel de 2008 qui était fait par les principaux responsables et représentants des organisations patronales et de salariés. Bien sûr, je ne vais pas faire l'inventaire des outils. Les autres acteurs qui ont été cités déjà à ce micro travaillent souvent, accompagnent les entreprises en produisant outils et méthodes et démarches d'accompagnement. Il faut les saluer. Médecins du travail, services de santé de manière large, CARSAT, OPP, BTP, etc., la MSA et d'autres acteurs encore produisent, accompagnent des outils, accompagnent des entreprises à travers leurs outils et les éléments méthodes, et je crois que c'est important. Il nous semble que ce chemin, en tout cas à prendre au niveau de la prévention, peut suivre une logique autour de ces 4 points que je vais très rapidement passer à travers les slides, à savoir repérer et analyser des dysfonctionnements, qui nous paraît être une étape relativement essentielle pour l'entreprise, puis identifier des causes profondes qui font tension dans le champ du travail, conditionner l'organisation du travail, c'est-à-dire discuter sur ce qui fait organisation et comment on régule les questions d'organisation, et enfin, comment on arrive à une prévention qui soit intégrée. Je vais un peu m'attarder sur chacun de ces 4 points. Le premier, repérer et analyser les dysfonctionnements. On est bien sûr dans quelque chose qui est, nous semble-t-il, relativement important, qui est un accord de dialogue social. Qu'est-ce qu'on entend par un accord de dialogue social? À l'instant, on vous disait, il y a besoin à ce qu'il y ait une volonté, William Dab parle de confiance, en tout cas à ce qu'il y ait une volonté des parties, à pouvoir reconnaître que dans le travail, il y a une difficulté. Il nous semble, en tout cas d'où nous sommes et de la pratique que nous avons d'accompagnement des entreprises, qu'il n'existe pas de démarche préventive, qui ne s'appuie pas sur un accord social entre les parties, entre des salariés et un employeur, et qui dit oui, dans notre entreprise, il y a des difficultés qui s'expriment à travers un certain nombre de dysfonctionnements et qui s'expriment à travers des dysfonctionnements de santé y compris. Cet accord social, moi je tiens à citer qu'il est parfois dans des grandes entreprises marqué sur un papier, c'est un accord, c'est un plan de prévention, c'est un dispositif technique, il est parfois écrit, parfois transcrit, il est parfois même mis sur des tableaux Excel, mais dans des très petites structures, je crois qu'il est important de souligner que là, l'effort de prévention peut être aussi réellement présent, mais néanmoins invisible sur le papier, et souvent dans une très petite structure, les efforts de prévention se font souvent sur une démarche de gré à gré, ce qui n'est pas condamnable en soi, parce que ce n'est pas leur culture de travail. Parfois, entre un patron et ses 1 ou 2 salariés, il y a un accord de gré à gré qui consiste à dire, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un problème à résoudre? Oui, on va le résoudre, et parfois, c'est ça qui fait foi en matière d'accord de dialogue social. Le deuxième point dans cette démarche qui est de repérer et d'analyser, plus l'entreprise est une organisation complexe, et plus quelque part la question de l'importance des données et de l'information est importante à être croisée. Il n'y a pas que les données, nous semble-t-il, de la santé qui sont utiles à comprendre les problèmes d'exposition au risque professionnel.
Le rôle des médecins du travail est déterminant sur le fait d'informer un employeur et d'informer des salariés à travers CHSCT, délégués du personnel, ou en direct de difficultés majeures, parce que la santé dysfonctionne et qu'ils ont des indicateurs. Mais c'est parfois aussi le rôle, par exemple, d'un qualiticien, que de dire que voilà, la qualité n'est pas possible à obtenir tant que des équipes vont aussi mal ou dysfonctionnent, etc. Et que les indicateurs de dysfonctionnement en matière de production, en matière de qualité, en matière RH, en matière de santé, ont besoin d'être discutés dans l'entreprise pour comprendre ce qui fait difficulté. Enfin, troisième point, des indicateurs socialement construits. Il nous semble que la question des risques psychosociaux n'est pas une question qui convoque seulement des experts, mais elle convoque y compris un travailleur sur son poste de travail, et y compris du management de proximité. Différents ateliers nous diront ça, mais la question de la prévention des risques psychosociaux n'est pas que, bien sûr, la question des préventeurs des risques psychosociaux, aussi spécialisés soient-ils. C'est bien sûr une question qui appartient aux salariés et aux gens qui ont la responsabilité de la conduite de l'entreprise. Deuxième point, un détour sur qu'est-ce qui nous intéresse alors dans ces entreprises. Il y a un point qui nous semble extrêmement important dans les expériences que nous remarquons dans les entreprises, c'est l'enjeu d'identifier les causes profondes qui font tension dans les questions du travail. Et je ne le développerai pas trop longuement parce que ce modèle-là est déjà... vous pouvez y accéder directement sur Internet, sur le site de l'ANACT, sur anact.fr. C'est un modèle qui en plus est animé, etc. Mais on vous propose par ce petit outil qui est une sorte de représentation de rentrer dans la compréhension de ce qui fait tension dans le monde du travail. Si on met au milieu de ce schéma la question des situations de travail que vous vivez, le fait de produire un document avec des collègues de travail, le fait de réaliser un soin dans un hôpital, le fait de réaliser la découpe d'un arbre quand on est en sylviculture, en boucheronnage, réaliser des pièces quand on est dans l'industrie automobile. Cette situation de travail, on a l'habitude de dire qu'elle est en tension entre deux situations et deux pôles. Le premier pôle, c'est le pôle qui constitue l'objectif et les exigences des salariés. C'est-à-dire que chaque salarié est unique. Il a une culture, un vécu, des aspirations, une histoire particulière par rapport à son travail. Et ce pôle-là, objectif et exigence des salariés, rentre souvent en réaction à travers la situation de travail sur l'autre pôle qui s'appelle l'objectif et exigence de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation a elle aussi des règles, des exigences. Il y a des enjeux de productivité, de compétitivité, des enjeux de gestion et des enjeux économiques. Il y a des règles du temps de travail. Et ces éléments-là rentrent souvent en tension autour de la situation de travail. Et cette situation de travail est aussi conditionnée par quelque chose, qui est le contexte des relations professionnelles pendant ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire que selon qu'on est un collectif qui s'entend très bien, qui est issu d'une très longue histoire du travail, ou un collectif qui se découvre et qui ne se connaît pas, selon qu'on est très marqué par des histoires négatives ou des histoires très positives dans le monde du travail, bien sûr, ça soutient positivement ou pas la question de la situation de travail. Et enfin, le contexte socio-économique des changements. L'ouverture de la conférence a été faite sur le ton de la question de l'emploi et les énormes tensions actuellement qui bousculent le monde du travail du fait d'une situation économique et d'une conjoncture qui est sévère. Naturellement, une entreprise qui sera dans un contexte socio-économique extrêmement favorable ou extrêmement défavorable va, par écho, faire vivre des situations de travail qui sont plus ou moins tendues. C'est en tout cas ce modèle-là, sans s'y attarder, qui fait bouger la situation de travail et il faudrait s'imaginer sur ce diaporama des ressorts qui bougent, qui se tendent, qui se compressent. Et c'est naturellement ça qui, à un moment donné, fait une résultante qui est risque psychosocial ou au contraire démarche de prévention. Dans chacune des situations, bien sûr, mais là le temps nous manquerait pour développer, on aura à la fois du côté des salariés, du côté de l'organisation, du côté des relations et du côté socio-économique, il y a des facteurs qui peuvent être des facteurs favorables et donc des ressources qui vont soutenir des éléments favorables à réguler les situations tendues ou au contraire des éléments défavorables. Mais je crois que dans les 3 prochains ateliers, vous allez pouvoir en discuter très largement. Pour clore le propos, je vous proposerai de regarder effectivement les témoignages d'ateliers qui vont se passer dans quelques minutes à partir des clés qui sont proposées ici, qui consistent
à regarder comment on peut, en tout cas, intervenir sur les questions d'organisation du travail qui sont généralement souvent au cœur du débat de la prévention des risques psychosociaux. Le premier point, d'abord, pour s'expliquer, de quoi parle-t-on quand on parle d'organisation du travail? Il ne s'agit pas nécessairement que des règles qui régissent les entreprises, organisation du temps, organisation, gestion de la production, organisation des équipes, mais l'organisation du travail est parfois aussi locale. Je pense qu'Yves Clos nous dira tout à l'heure que le travail il est local et positionné sur le plus près de l'humain. Des salariés seuls dans une situation de travail ou même avec des collègues composent eux aussi leur propre organisation, leur code, leur organisation de bureau, leur organisation de relations pour pouvoir réussir à faire un travail de qualité et un bon travail. C'est ça l'organisation du travail. Deuxième point important, c'est que pour la prévention réussisse, elle passe par une régulation humaine et sociale, c'est-à-dire que, je pense que ça sera beaucoup discuté dans les ateliers, la question de la participation des salariés et la question de la concertation, qui sont deux choses différentes, sont des éléments qui sont absolument indispensables à faire une prévention de qualité. On n'est pas là nécessairement que dans l'implication de démarches et d'outils qui viennent de l'extérieur, mais vraisemblablement les solutions en matière de prévention des risques psychosociaux trouvent en tout cas leur source dans la capacité des individus à faire dialogue autour de ces situations tendues qu'on vient de voir à l'instant. Et enfin, troisième point, l'organisation doit être aussi conditionnée et régulée, c'est-à-dire que les gens qui ont pouvoir sur cette organisation, qui ont autorité sur cette organisation, les directions, le management, mais aussi les salariés à leur niveau, c'est dans les régulations que, en tout cas, les éléments de prévention pourront être trouvés. Et enfin, je m'arrêterai sur la transition par rapport aux trois ateliers que nous vous proposons. Lorsqu'on a préparé avec Aline Dronne et le CNAM cette conférence, on s'est dit quels sont les ateliers qu'on pourrait choisir qui sont les plus significatifs, en tout cas, sur l'explication de risques psychosociaux, et réciproquement, quelles sont les thématiques par lesquelles on est capable de montrer que des entreprises ont des pratiques intéressantes qui sont plutôt vertueuses et qui éviteraient des expositions au niveau des risques psychosociaux. Et on vous propose de regarder la question de l'intégration de la prévention entreprise à travers ces trois thématiques d'atelier. La question du management, la question des nouvelles technologies et la question de l'amélioration continue. Sans les développer dans ces trois ateliers, ce qui nous a semblé important, c'est que vous puissiez, en tout cas à travers des expériences d'entreprise extrêmement concrètes, regarder dans quelles conditions, pour amélioration continue et management, mais aussi nouvelles technologies, il est possible au bout du compte de moderniser l'entreprise, d'atteindre des niveaux de compétitivité intéressants, tout en étant respectueux, en tout cas, du facteur humain dans l'entreprise. Je vous remercie.